La séparation. Beaucoup la vivent dans le stress, la culpabilité, les remords, la tristesse. Des montagnes russes émotionnelles, difficiles à gérer. Mais la séparation, comme tout grand moment de la vie, n'est qu'une étape sur le chemin. Bien entourée et accompagnée, la possibilité d'une nouvelle vie est l'objectif à atteindre. Le cheminement vers la séparation. Pourquoi est-il si dur de se séparer? Avec la psychologue Jessica Jourdan-Perroni. Bonjour Jessica. Bonjour Marjorie. Avant de parler réellement, de plonger dans cette séparation, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, qui n'est pas la même qu'il y a quelques décennies, on se sépare? Quelles sont les raisons de ces séparations? Alors je dirais qu'aujourd'hui, peut-être, on peut se séparer parce qu'on a sans doute plus d'exigences, plus d'envie, plus de volonté de pouvoir trouver son équilibre et que cet équilibre concerne à la fois le couple, la famille, mais aussi ses propres envies. On ne souhaite pas s'oublier, on a envie de trouver un équilibre où on a quand même, on n'a pas envie de renoncer à tout. Et que peut-être les séparations aujourd'hui, peut-être que les relations peuvent durer moins longtemps parce qu'on souhaite pouvoir trouver quelque chose qui nous satisfasse dans un équilibre plus global. Oui, je dirais aussi que finalement, aujourd'hui, on ne se sépare plus ou moins pour un seul événement, comme une trahison, une tromperie, mais peut-être aussi parce qu'on est moins satisfait au quotidien, que le partage des tâches ne se fait pas, qu'il y a une lassitude, un manque de renouvellement dans la vie à deux et dans ce qui peut amener ce sel qui est si important et qu'il faut savoir cultiver. Donc il y a quelque chose d'une volonté de ne pas en rester à une situation insatisfaisante. Est-ce qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui, on a moins peur de se séparer? Peut-être qu'en tout cas, on a moins envie de se contraindre au quotidien et on aspire à peut-être d'autres choses. Peut-être qu'on a moins peur, mais en même temps, il peut y avoir d'autres peurs. C'est-à-dire, avec le climat, on a envie de profiter de sa vie, on se demande de quoi demain sera fait et on veut en profiter. Parce qu'on dit souvent que le mariage, alors je parle du mariage là, c'est quand même beaucoup de compromis, d'accepter l'autre, sauf qu'à un moment donné, on s'oublie. Bien, c'est l'idée justement de ne pas s'oublier, c'est d'arriver à pouvoir trouver à la fois un équilibre à deux, avec chacun ses domaines d'investissement. Pouvoir faire des choses à deux à la fois, c'est très important. On voit comme au moment du baby clash, ça peut être aussi une difficulté, ou s'oublier, un des deux partenaires, souvent, le père peut se sentir exclu. Après, je ne vais pas rentrer dans les différentes configurations de couple aujourd'hui, mais voilà, qu'un des deux membres se sente exclu, qu'un autre soit complètement fusionnel et de retrouver un équilibre qui était à deux, de trouver un équilibre à trois, mais de garder des moments à deux. C'est subtil. Il faut arriver à pouvoir dégager des temps pour que, justement, tout le monde puisse s'y retrouver. Dans les jeunes adultes que vous recevez, vous pouvez voir qu'il y a aussi peut-être une recherche différente face à l'amour. L'identité sexuelle, le regard de l'autre, de l'un et de l'autre. Oui, tout à fait. Dans les jeunes patients que je peux recevoir, oui, plutôt jeunes, on est d'accord. Ou dans les qui ont 20, 25 ans, 27 ans, le rapport à l'identité, le rapport à l'autre a beaucoup évolué, le rapport au couple également. Les réseaux sociaux, les sites de rencontres aussi ont un impact sur la façon de se vivre en couple, avec sans doute des unions parfois plus libres, peut-être une façon différente de vouloir s'engager, une envie plutôt d'explorer, parfois même d'aller vers le polyamour pour certains jeunes. Donc il y a cette idée de peut-être aujourd'hui chez les jeunes, en tout cas que j'ai l'occasion de recevoir, une envie sans doute d'explorer, de ne pas s'enfermer. Et voilà. Et en même temps, ça, c'est quand même aussi, avec l'adolescence aussi, c'est un temps important dans le processus de construction de la subjectivité, de pouvoir aller explorer, de ne pas se fermer tout de suite. Et là, tous les questionnements peut-être autour du genre, même si on ne va pas forcément tout aborder aujourd'hui, mais c'est aussi important de ne pas se fermer tout de suite au niveau de l'adolescence, au moment où l'on se construit comme futur adulte. Mais voilà, il y a des conséquences, il y a des
des impacts de cela, parce que justement, on ne veut pas tout de suite être dans un carcan. On a envie de pouvoir voilà, faire ses propres expériences. Mais donc, on se sépare quand même. C'est-à-dire qu'on s'est mis à un moment donné Ah quand même dans quelque chose qui ressemble à un couple et qui a finalement une séparation. Alors là, peut-être qu'on peut distinguer pour les jeunes qui, d'emblée, ne veulent pas forcément se dire en couple. Voilà, c'est ça. Mais en revanche, peut-être pour parler de la génération suivante, ou en tout cas pour les trentenaires, la question se pose peut-être différemment, au sens où peut-être que ça a été le premier couple à l'issue, voilà, justement, au moment de l'adolescence, la première relation sérieuse, et cette idée de voilà, construire quelque chose à deux dans cette représentation du couple éternel, et le moment où finalement la réalité rattrape, on se rend compte que des idéaux tombent, il y a une certaine désillusion, cela ne correspond pas à l'image qu'on en avait, et ça va être le moment de la séparation. Ouais. Parce que dans le couple, ce que je disais tout à l'heure avec l'histoire du regard de l'autre, c'est qu'il y a souvent une sorte d'enjeu narcissique. Alors dans le couple, il y a toujours cette question, qu'est-ce qu'on va projeter sur l'autre et qu'est-ce que l'autre me renvoie de moi? Et dans le cas des séparations, c'est aussi, l'autre s'en va avec tout ce qu'il pouvait renvoyer en miroir. Toute l'image, voilà, toute cette vision, parfois magnifiée, que l'autre nous renvoyait. Eh bien, voilà, c'est pour ça que c'est souvent un temps qu'on peut vivre comme un temps de dépression au moment d'une séparation, ce qui est un temps normal, avec un deuil à faire, à la fois le deuil de cette relation idéalisée et puis aussi le deuil de la façon dont on était perçu par l'autre. Donc après, c'est à ce moment-là qu'il est important de pouvoir faire un point et de se rendre compte de ce qu'il a, enfin, voilà, de ce qu'il a pu se passer, de quels sont les enjeux avec cette séparation, et peut-être quelles ont été les projections, et que peut-on récupérer de soi dans ce temps, et comment on peut apprendre aussi à vivre seul pour un temps. Alors cet épisode s'appelle Le cheminement vers la séparation, un épisode pour essayer non seulement de comprendre la séparation, mais peut-être de la vivre de façon plus facile, même si le mot n'est pas juste, mais moins difficile en tout cas. Comment on peut savoir que c'est le moment de rompre? Alors, c'est vrai que ça, c'est une question qui est très subjective, au sens où on a chacun son histoire, ses propres seuils. Maintenant, peut-être, quand même, dans un premier temps, s'il y a le moindre signe de maltraitance physique, mentale, psychologique, là, ce sont des signes d'alerte qu'il faut pouvoir entendre. Il faut pouvoir se dire: ça ne va pas s'améliorer avec le temps. Donc là, vraiment, ça, ce sont les signaux qu'il faut absolument entendre. Et à ce moment-là, c'est très important de pouvoir être soutenu, aidé par un entourage, parce qu'on peut être dans des situations d'emprise ou de dépendance vis-à-vis d'un autre. Donc ce sont des situations très douloureuses, très difficiles. Mais là, vraiment, voilà. Mais ça, ce n'est pas la majorité des cas, hein. Je veux dire, je tiens à dire, c'est pas tous les cas de séparation ne revêtent pas ce genre d'aspect. Évidemment. Mais pour d'autres, voilà, dans d'autres situations, ce peut être aussi en réaction à des temps de crise. Ça peut être les enfants qui grandissent, qui quittent le domicile, ou l'adolescence compliquée qui peut réactiver l'adolescence des parents, et donc avoir pour conséquence une crise de couple, par exemple. Donc là, ça va être important de réfléchir aussi, de prendre du recul avec cette idée de: est-ce qu'on veut toujours la même chose ensemble? Est-ce qu'il y a toujours des projets communs? Est-ce qu'on est, est-ce qu'on est porté par la même envie d'avancer, de construire, de continuer à construire? Ça va être ça qui pourra aider peut-être à réfléchir si le temps de la séparation est venu. Mais parfois, on ne l'accepte pas, justement, cette séparation, même dans des cas très difficiles dont vous venez de parler. Alors, est-ce qu'on peut comprendre ce qui nous retient d'accepter finalement de se séparer? Alors, c'est vrai qu'avec l'idée de séparation, beaucoup de choses, beaucoup de craintes aussi peuvent survenir. L'idée, la crainte d'être seul, la crainte de la solitude, le sentiment d'échec ressenti face à cette situation d'idéal dont on parlait, la crainte de se tromper, de ne pas faire le bon choix, les angoisses par rapport à la situation financière aussi. Donc, il y a toute une réalité, il y a une réalité externe puis une réalité subjective. Beaucoup de choses peuvent nous empêcher. Est-ce qu'on va réussir à gérer tout seul? C'est beaucoup d'enjeux. La peur aussi de parfois répéter, la crainte de reproduire, de jamais trouver le bon compagnon, de répéter les mêmes schémas. Voire trouver pire.
aussi, de se dire, bon, là, au moins, on est dans du connu. La crainte de l'inconnu aussi fait peur. C'est-à-dire, si c'est voilà, dans une relation établie à long terme, comment on va faire pour fonctionner autrement? Puisqu'il y a un équilibre, effectivement, à deux. C'est toute la question de qu'est-ce qui peut à la fois être insatisfaisant et dont on s'accommode, et à quel moment, voilà, on peut se dire que ça ne nous satisfait plus, mais avec cette crainte d'avoir à fonctionner autrement. On est dans une société où on sait qu'on est de plus en plus isolé, de plus en plus individualiste, et pourtant, les gens semblent avoir moins peur, en tout cas de façade, du célibat. Hmm. Oui, alors peut-être qu'aujourd'hui, justement, il y a une évolution de la société où on peut supporter autrement d'être seul, de trouver un autre équilibre. Il y a aussi tout le contexte amical, hein, j'ai envie de dire, de ce qu'on fait ensemble. Enfin, vous voyez, cette notion de groupe de copines, ou la sororité dont on entend aussi beaucoup parler, qui sont des valeurs comme cela, qui peuvent aider à nous soutenir au quotidien pour peut-être maintenir son couple, mais peut-être aussi parfois pour se séparer. Il y a peut-être une autre façon de trouver son équilibre qui n'est pas uniquement dans la vie à deux de couple, mais aussi dans ce que chacun souhaite faire de son côté, avec son propre cercle amical, avec ses activités, ses passions, ses hobbies. Le fait est que les enfants jouent un jeu énorme aussi dans cette vie de couple, évidemment. Est-ce que c'est pas une fausse bonne raison de ne pas se séparer? On dit souvent: «Oui, mais je peux pas faire ça aux enfants», ou les enfants eux-mêmes. Moi, ça m'est déjà arrivé que ma fille dise: «Mais vous allez pas vous séparer, maman?» Alors, effectivement, ce peut être une raison importante en se disant, mais il faut trouver un équilibre, voilà, il faut tenir pour les enfants, ce qui n'est pas toujours. Alors, bien sûr, on fait comme on peut, mais il y a cette idée, on se séparera quand les enfants seront grands, mais ce n'est pas toujours finalement l'option la moins coûteuse au niveau affectif pour tout le monde, puisque les enfants voient leurs parents se disputer, des conflits au quotidien, et il peut y avoir aussi quelque chose de culpabilisant en se disant c'est à cause de nous, parce que voilà, il peut y avoir aussi cette idée, les enfants ne le disent pas, mais sentent beaucoup de choses, donc là, ce sont toujours des situations où c'est évidemment très important de pouvoir leur en parler de manière un peu apaisée, si l'on peut, pour que justement ils ne se sentent pas à charge. C'est ça. Alors, je ne veux pas forcément faire de généralité, mais si on explique aux enfants, généralement, ils ont des capacités d'adaptation très fortes, les enfants. Et ce qui va être important, c'est de pouvoir se rendre compte que leurs parents seront peut-être plus heureux, chacun séparément, que en restant ensemble et en se sentant dans l'obligation d'être ensemble. On voit que pour les adolescents, ce peut être un peu compliqué, cette question de la séparation, car ils sont eux-mêmes dans un tel moment de chamboulement physiologique, affectif, qu'ils ont besoin que leur environnement puisse être stable, hein. Même s'ils viennent à l'attaquer, il y a quand même, voilà, ils peuvent réagir de manière très sensitive à une séparation des parents puisqu'ils ont besoin de repères. Maintenant, voilà, je ne vais pas faire de généralité. Certains adolescents vont prendre sur eux, ne vont rien en dire, vont être au contraire dans une position à s'adapter totalement, et on en aura plutôt des conséquences un peu plus tard. Peut-être justement quand ils eux-mêmes deviendront étudiants, ou voilà, ou à un autre moment de leur vie, peut-être ces conflits rentrés pourront ressurgir. Est-ce que c'est possible de se séparer quand on s'aime encore? Ça paraît pas logique, mais Eh bien, c'est une question un petit peu piège, mais j'ai quand même eu l'occasion de l'entendre en séance. Et oui, malheureusement, cette question de l'amour, c'est difficile parce qu'on peut s'aimer et néanmoins ne pas arriver à fonctionner ensemble. C'est un petit peu cette idée-là qu'on a commencé à évoquer de est-ce qu'on a finalement un projet commun, une envie des mêmes. Voilà, qu'est-ce qu'on va construire ensemble? Est-ce qu'on regarde? Moi, je trouve que quelque chose qui peut aider, c'est de dire est-ce qu'on regarde dans la même direction? Est-ce qu'on a les mêmes envies? Est-ce que ça... Parce que sinon, on peut se retrouver vite coincé avec la question des sentiments, hein, où on peut être très attaché à l'autre, on peut être très attaché à ce qu'on pensait et qu'on rêvait pouvoir faire avec l'autre. Et c'est là aussi où c'est compliqué. Est-ce qu'on peut faire le deuil de quelque chose qui n'est pas encore advenu si on a cette représentation d'avoir des enfants, un mariage? Voilà, il y a peut-être cette question aussi de à quoi on ne peut pas renoncer et ce à quoi on rêve encore. est-ce que c'est possible aussi de rompre sans se faire du mal à soi? Parce que c'est souvent, finalement, même si par exemple on choisit de partir, on a souvent le revers de kick derrière Mm. où on sent, on se culpabilise, c'est difficile. Et puis évidemment, de ne pas faire de mal à son conjoint. J'ai
si je peux me permettre, pas mal d'exemples où ça a très mal démarré et les gens ont réussi à faire un espèce d'apaisement total. Et maintenant, toutes ces familles «recomposées» entre guillemets, partent en vacances Mmh. ensemble, ils sont super amis. Ça peut arriver que Mmh. finalement ça se passe bien, mais le début est peut-être un peu difficile parce qu'il y a il y a un vrai changement quoi, tout d'un Mmh. coup. Ah bah, de toute façon, dans chaque séparation, il y a quand même un deuil à faire, hein. Enfin, voilà, un renoncement, c'est la fin de quelque chose. Après, les fins ne sont pas forcément, voilà, pathologiques. Enfin, d'être triste au moment d'une séparation, c'est normal, c'est légitime. La question, c'est justement comment arriver à se séparer à moindre mal, voilà, sans se déchirer, en reconnaissant peut-être, en essayant, hein, c'est pas facile, mais en essayant de prendre du recul pour voir ce qui n'a pas fonctionné. En fait, une séparation, c'est un lien à deux. Donc, le lien à deux, les deux parties sont toujours concernées. De voir quelle peut être sa part sans se dire qu'il y a une faute. C'est toujours la culpabilité, pour moi, c'est un poison. Donc, on va essayer de s'en dégager et d'être dans une position peut-être plus du côté des responsabilités, de voir ce qui peut se jouer et ce qui peut se passer autrement. Si un lien peut perdurer, notamment quand il y a des enfants, bien évidemment, ce sera tout à fait bénéfique pour eux. Mais c'est deux choses à dissocier. Disons qu'il y a le rôle des parents et le rôle dans un couple. Et là, de pouvoir reconstruire des choses, c'est aussi important de pouvoir le dire aux enfants. C'est-à-dire que finalement, des nouvelles unions, ça va être de l'amour en plus. Ils vont avoir d'autres figures d'identification. Donc, ça peut être aussi, voilà, l'idée de se séparer, c'est aussi l'idée d'avoir l'espoir de pouvoir trouver un meilleur équilibre, de rencontrer une personne qui nous corresponde mieux et que ça puisse se passer de manière plus sereine. Les femmes, ont un nouveau statut dans notre société, c'est indéniable, même si on est encore peut-être loin de ce qu'on veut vraiment. Mais de façon corollaire, on remarque que l'initiative de la rupture amoureuse est aujourd'hui souvent du fait de la femme. Est-ce qu'on peut l'expliquer? Alors, je pense que, personne n'est dupe dans la répartition des tâches, qu'il y a quelque chose peut-être effectivement qui concerne plus les femmes dans la prise de décision, de la séparation et de la volonté de trouver un équilibre plus satisfaisant. Il y a justement, l'idée alors, que, les femmes, qui consultent, pour une psychothérapie sont les femmes mariées et les hommes consultent quand ils sont séparés. Ah! Ah oui! Les femmes au quotidien ont à gérer beaucoup de choses, que ce soit le travail, les enfants, même si, bien sûr, je suis d'accord avec vous, les choses évoluent, mais il y a quand même, Oui, oui, la charge mentale est toujours là, il y a pas de doute. voilà, donc On et est là pour le prouver. et peut-être qu'aujourd'hui, quand même, voilà, il y a des choses où on a envie de dire stop et c'est pour ça que souvent cette décision nous revient, mais aussi parce que, notre envie est là, de pouvoir trouver, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu avant des choses qui ont été tentées pour que ça se passe autrement. Vous voyez, les thérapies de couple, Mmh. il y a enfin voilà, il y a énormément de choses qui sont mises en œuvre pour enfin voilà, pour qu'un équilibre se trouve autrement. Maintenant, parfois, à un moment, la décision peut quand même être celle-là. À quoi, s'attendre après la séparation? Comment on va vivre ça? Bon, comme on commençait de l'évoquer, ça va être peut-être différent pour les hommes et les femmes, puis pour les raisons aussi des séparations, hein, qui sont diverses, variées. Il y a la question quand même importante de comment on va le vivre. Ça dépendra aussi de l'entourage, ça dépendra de la situation familiale. Est-ce qu'il y a des enfants en jeu ou pas? Et donc là, il faut pouvoir trouver un équilibre. Parfois, alors là, je vais parler peut-être pour les couples trentenaires, il y avait cette question parfois du retour à la maison chez les parents qui viennent dans un moment comme ça, après une séparation où on est un peu perdu, voilà, si on a un appartement qu'on avait en commun, il y a parfois cette période de retourner chez les parents pour, parfois pour un temps, alors on va dire régressif, mais ce n'est pas négatif, mais c'est dans l'idée de, voilà, de retrouver un cocon, un univers, familier dans lequel on peut se réfugier, qui va permettre parfois de repartir. Mais ça fait revisiter aussi, la question de la dépendance, de comment on s'autonomise. Mais voilà, ça peut être parfois un temps comme ça de récupération. On va avoir besoin, de toute façon, c'est aussi faire face à la solitude, au vide, parfois aux inquiétudes de comment ça va se passer, est-ce que je vais retrouver quelqu'un? Il y a tout à recommencer, la question de la pression sociale vis-à-vis des enfants, même si ça change, mais néanmoins, voilà, la période dans laquelle on est, de se dire, voilà, quel temps on a pour pouvoir se remettre en couple et comment on va faire, où on ne sait plus, on a perdu les codes. Voilà, c'est un moment qui peut être un moment
un moment un peu de flou, peut-être un peu d'errance comme ça, on ne sait pas. Mais ça peut être aussi un moment de soulagement. C'est-à-dire quand une situation a été difficile, pénible, et là, de pouvoir se dire qu'on s'est dégagé de quelque chose qui nous pesait énormément au quotidien, ça peut être aussi un temps où voilà, on souffle. Et puis, c'est un moyen de renaître peut-être. Oui, c'est ce que peuvent dire effectivement certaines patientes, qu'il y a un temps comme ça où finalement elles s'étaient oubliées dans le couple, dans être là pour l'autre, de se soumettre à ses désirs, de peut-être disparaître, de ne plus savoir quelles étaient ses envies propres, et de là de redécouvrir ça et de pouvoir se dire là maintenant j'ai du temps pour moi, je peux faire des choses, et là voilà de quelque chose effectivement, une nouvelle subjectivité peut-être venir, et un grand sentiment de liberté. En tout cas, moi, c'est ce que je peux aussi constater en thérapie. Retrouvez tous les épisodes de la saga Tranche de vie sur l'espace Séparation sur massif.fr.